Nigeria, une adolescente de 15 ans acquittée du meurtre de son mari de 35 ans. Les faits remontent à 2014. Nouveau procès des pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle étape s'est ouverte hier à Abidjan. Puis aux Philippines, un hôpital pour pauvres est menacé de privatisation. Des milliers de patients y ont été gratuitement traités. Pour cette séquence d'informations sur Sika, bienvenue. L'adolescente de 15 années d'âge, accusée d'avoir empoisonné son mari âgé de plus qu'elle, de 20 ans, et qui risquait la peine de mort, a été acquittée mardi par un tribunal nigérian. Wassila Tassiou était jugée pour homicide volontaire, accusée d'avoir volontairement, bien sûr, mélangé de la mort au rare dans un repas destiné à son mari, Omar Sani. Monsieur Sani et 4 autres personnes étaient mortes en quelques heures en avril 2014. Des défenseurs des droits de l'homme qui ont salué l'acquittement de l'adolescente ont soulevé à cette occasion la question du mariage des enfants, un fait très répandu dans le nord du Nigeria, majoritairement musulman, où les filles sont données en mariage fréquemment à l'âge de 14 ans. Le président béninois Thomas Boniayi a une nouvelle fois promis mardi qu'il ne se présenterait pas à un 3e mandat en 2016. C'est à l'issue d'un entretien à Paris avec François Hollande, avec qui il a notamment évoqué les questions de sécurité régionale. Mon nom ne figurera plus jamais dans aucun bulletin. Vous comprenez très bien, pour avoir terminé mes 2 mandats. Au détour d'une visite d'État à Paris, Boniayi, au pouvoir depuis 2006, répond à l'opposition qu'il a à maintes fois accusé de vouloir modifier la Constitution pour pouvoir briguer un 3e mandat en 2016. Je verrai en tant que garant du fonctionnement des institutions de notre pays, je veillerai avec la grâce de Dieu pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions, la transparence, dans la paix, et que ce soit des élections véritablement démocratiques, pour que le peuple béninois puisse élire un nouveau président. Les forces Cori pour un Bénin émergent, coalition soutenant le président Boniayi, a remporté les législatives qui se sont tenues en mars, mais sans la majorité absolue, et l'opposant Adrien Ngwedji a été élu le mois dernier président de l'Assemblée nationale. Les 2 chefs d'État ont également évoqué la lutte contre Boko Haram et Boniayi a assuré que le sommet régional consacré à la lutte contre le groupe islamiste nigérian, prévu le 11 juin à Abuja, serait décisif. Nous sommes vraiment décidés pour en finir avec cette question, avec le nouvel élu, le président Buhari. Il est très décidé, vous le connaissez, il est, je crois c'est un monsieur qu'on ne présente plus. Les années 83, il faisait partie des présidents charismatiques. Et je crois les discussions que nous avons eues avec lui nous rassurent que nous allons arriver à bout de ce phénomène odieux. Il a par ailleurs assuré que la force militaire africaine contre Boko Haram sera à l'œuvre très bientôt et que des militaires béninois y seraient. Forte de 8700 hommes, policiers et civils, la force regroupe le Nigeria et ses voisins, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin. Les 5 pays se sont entendus au début de cette année pour intensifier leur coopération afin d'endiguer la menace régionale que constitue le groupe islamiste, dont l'insurrection a déjà fait au moins 15 000 morts depuis 2009. Un nouveau procès d'officiers ivoiriens fidèles à l'ex-président Laurent Gbagbo durant la crise post-électorale de 2010 à 2011 s'est ouvert mardi à Abidjan. Le commandant Jean-Noël Abeyi, un pilier de l'appareil sécuritaire de l'ancien régime, et le commandant Selma Seka Yapo, dit Seka Seka, un autre homme fort de l'ancien régime, font partie des officiers qui seront jugés par le tribunal militaire. Au total, 7 officiers doivent comparaître devant le tribunal. Selon le parquet, il risque entre 3 années et la prison à vie dans ce procès dont les auditions doivent se poursuivre ce mercredi.
Le Soudan du Sud, plus jeune pays du monde, entre dans sa 4e année d'existence. Un anniversaire sur fond de tension, car le pays doit en effet faire face à une crise humanitaire. Suivons à ce propos quelques témoignages recueillis sur place. Nous allons entrer dans la saison des pluies maintenant, ce qui veut aussi dire que s'ils n'ont pas encore eu la chance de planter leurs semences, ils n'ont pas de réserve alimentaire pour les mois à venir. Nous allons donc vers une période très compliquée pour les Sud-Soudanais, couplée d'une instabilité économique qui ne va certainement pas aider le pays et ses ressortissants. Maintenant, nous vivons dans la rivière, dans la brousse. Ils ont pris tout notre bétail. Ils ont brûlé toute la nourriture des civils. Ils ont pris toutes les femmes. Et ils ont même tué tous les enfants, garçons et filles. La vie dans la brousse est très difficile parce qu'ils n'ont rien à manger du tout. Jusqu'à la fin du mois, les gens vont mourir de faim s'il n'y a pas d'assistance. Les autorités libyennes ont arrêté quelques 750 migrants illégaux originaires d'Afrique qui prévoyaient de traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe. Les migrants ont été arrêtés lors d'un vaste coup de filet près de Tripoli alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer. C'est ce qu'a expliqué un responsable du bureau de lutte contre l'immigration clandestine que nous vous invitons à suivre. Nous avons su à 2 h du matin qu'il y a des migrants qui s'apprêtaient à embarquer dans la banlieue de Tajoura. Nous avons donc effectué des descentes dans la région et avons arrêté les gens. Plus tard, nous avons su que des migrants se cachaient dans des hangars situés dans une ferme appartenant à un contrebandier. Du coup, nous avons trouvé 3 hangars qui hébergeaient 750 à 1000 migrants illégaux. Aux Philippines, un centre public d'orthopédie qui traite des dizaines de milliers de patients gratuitement depuis son ouverture en 1945 est menacé de fermeture. Une entreprise privée a décroché un contrat l'année dernière pour le remplacer par un nouvel établissement. C'est l'une des clauses d'un programme de privatisation de plusieurs milliards de dollars de l'administration du président Benigno Aquino III. Cet hôpital est très aimé par les populations démunies car elles peuvent s'y faire soigner, subir des opérations complexes et y rester pendant des années même si elles ne disposent pas d'argent. Parmi les près de 7000 patients traités l'année dernière, seulement 2% ont payé leurs factures en entier, selon les dossiers de l'hôpital bien sûr. Les responsables du centre conviennent que le besoin d'améliorer les services de santé pour le public est urgent et cela passe par la signature d'accords avec des partenaires privés. Parlons à présent sport dans cette édition à Lausanne. Mardi, les représentants de la candidature de Pékin pour les JO de Pékin et d'Almaty pour les JO d'hiver 2022 ont rassuré. L'impact sur l'environnement de la fabrication de neige artificielle, par exemple, est très contrôlable d'après Pékin. Avant cette déclaration, le CIE, dans son rapport d'évaluation, a souligné le manque de neige naturelle. JO d'hiver 2022, Pékin et Almaty, les 2 villes candidates, ont passé le grand oral devant le CIO. D'un côté, Almaty et sa station Vintage, datant de 1950, puis de l'autre, Pékin et sa dépendance à la neige artificielle. La capitale chinoise, hôte des JO d'été 2008, semble favorite. Seulement, selon le CIO, la dépendance à la neige artificielle nécessiterait de détourner de l'eau des réservoirs actuels et pourrait avoir des impacts sur l'environnement, sur l'agriculture. Le rapport du CIO souligne aussi la qualité de l'air, un problème récurrent à Pékin. Afin de garantir suffisamment d'eau, nous avons en fait 3 sources à notre disposition. Le ruissellement de l'eau à la surface qui fournit déjà les stations de ski depuis 20 ans. La deuxième source sera des réservoirs à grande capacité à 6 km du site. Et la troisième source est la suivante. Nous profiterons du plan national qui est déjà presque terminé et qui transférera de grandes quantités d'eau du sud du pays vers le nord.
La quantité totale d'eau qui sera consommée pendant les Jeux pour la production de neige ne représentera que 1% des ressources en eau disponibles dans la région. Tout d'abord, nous tenons à dire que nous respectons la charte olympique, dont les articles parlent notamment des droits de l'homme, et ceci se trouve intégré dans le contrat de la ville. Toute ville hôte signant un tel contrat signera cette clause. Le Kazakhstan dispose de ressources suffisantes. Le Premier ministre a rappelé que nous avons 75 milliards de dollars dans nos fonds. Ce chiffre augmente année après année. Il s'agit d'un fonds national qui peut servir de garantie. Seuls 2 candidats restent donc en course pour les JO 2022, après le retrait de plusieurs autres villes, dont Oslo, inquiète de la démesure et du coût des Jeux de Sochi en 2014. Le 31 juillet 2015, la ville hôte des JO d'hiver 2022 sera élue lors de la 128e session du CIO à Kuala Lumpur, en Malaisie, à l'issue des présentations finales des villes devant l'ensemble des membres du CIO. À présent, la revue de presse. Revue de presse que nous allons démarrer par des nouvelles du Sénégal pour parler, pourquoi pas, du PDS qui est au bord de l'éclatement. Pour le développement, nous recevons Joël Yetonji. Joël, bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. À vous. Merci bien et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. La nouvelle, elle est tombée de fortes dissensions au sein du PDS. CD+ révèle qu'hier, c'était le clash, le face-à-face, Wade et les frondeurs. CNews revient sur la situation au domicile de Wade hier. Eh bien, Fada et consorts ont boudé la rencontre et ont fait échouer les négociations. Atusen mentionne que Wade a accusé l'enfant de Darou d'être payé par Macky Sall. Et suite à l'accusation, le camp de Fada et celui de Faba en sont venus au mai. Réumi confirme la rencontre entre Wade et les frondeurs hier s'est plutôt terminée en bagarre. Dakaratu donne la parole à Fada qui s'est engagé à traîner Faba Senghor en justice si et seulement si. Le si est à découvrir avec Dakaratu. Et au Cameroun, la sentence dans l'affaire de Lydiane Nyong, l'avocate française, eh bien, reste sans appel. Oui, sans appel, on peut le dire. Les dés sont pipés. En tout cas, c'est ce qu'affirme Africom dans sa parution du jour. À la une, peine de 25 ans de prison ferme confirmée pour l'avocate française Lydiane. Africa Press souligne. La Cour suprême confirme la condamnation de Lydiane et Youm. Mais déjà, des réactions nous apprend Jeune Afrique. L'ONU juge arbitraire la détention de l'accusé. Alors des rebondissements dans l'air. Et du Cameroun, rendons-nous en Côte d'Ivoire où a commencé le procès des militaires pro-Gbagbo avec tant de déballage. C'était hier. Oui, assez de déballage hier. Nous apprend notre voix qui nous révèle qu'au tribunal militaire d'Abidjan hier, le commandant Abéhi a totalement dégamé. De quoi s'agit-il? Le patriote précise que l'homme a craqué et a tout dit. Soir Info nous rapporte plutôt la marche qu'il y a eu dans les rues d'Abidjan. C'était des marches éclatées de l'opposition hier. On a compté des morts, mais aussi des blessés graves. Le quotidien d'Abidjan, le régime tire à balles réelles sur les manifestants. 4 morts, dont 3 bébés. Le démocrate parle aussi de cette marche et précise que c'était un échec total. 13 personnes interpellées, des morts et plusieurs blessés. C'est quand même dommage. Au Bénin, le scandale de l'affaire ICC refait surface. C'était hier à l'Assemblée nationale. Oui, à l'Assemblée nationale aussi. Attendez pas. À Cotonou rapporte que l'affaire ICC Service a fait monter la tension hier à l'hémicycle. Le matinal précise que c'est l'honorable Janvier Yawedeu qui a fait de troublantes révélations. La Nouvelle Tribune précise, Yawedeu révèle qu'un détournement de 8 milliards de francs CFA dans l'affaire ICC Service est parti dans les poches de qui? À découvrir avec le confrère de la matinée qui précise plutôt que Yawedeu a accusé ses collègues, mais de l'autre côté, les FCBE récusent l'accusation avec la nouvelle. Le confrère de la matinée, c'est Rombedi, qui dénonce les errements de Yawedeu. Yawedeu s'est plutôt trompé de combat.
Le confrère de la matinée qui ensuite nous précise que la constitution des commissions permanentes sont prévues pour jeudi. Les FCBE ont pu créer, le groupe parlementaire République et Unité Nationale. Oui, Joël Etonji, l'une des actualités qui accroche quand même, c'est quand même le démarrage du procès des militaires pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire, avec tant de morts déjà, dès le premier jour du procès. Oui, bon, les morts ne sont pas directement liés, mais il faut dire que ce procès révèle assez de déclarations. Ce à quoi on ne s'attendait pas, mais voyez-vous, la situation telle qu'elle aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à mieux. Mais il est question, au-delà de tout, de réconciliation. Je pense que les juges seront gardés raison, seront se tenir au-dessus de la mêlée afin que rien que la justice et que la justice soit dite. Voilà. Merci à vous, Joël Etonji, et merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir.